Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire. Les autres personnes sont en train de se connecter et vont nous rejoindre. Donc ce webinaire s'inscrit dans un cycle Webinagence, qui est un format court de webinaire de 30 minutes qui vise à échanger et à partager autour de publications ou de travaux d'observation qui peuvent être menés par l'agence en lien avec ses partenaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise en œuvre des OAP sectorielles dans le cadre d'une publication qui a été réalisée par l'agence pour le Pays voironnais en 2022. Après un temps de présentation, il y aura un temps d'échange et de questions. Pour cela, je vous invite dès à présent à noter dans l'onglet Conversation vos questions ou réactions. Je vous informe aussi que ce webinaire est enregistré et que le replay sera disponible sur le site aurg.fr d'ici quelques jours. Et nous allons donc démarrer. Tout d'abord, nous excusons Laurette Tourette du Pays voironnais qui n'a pas pu se joindre à nous. Et je vais donc passer directement la parole à ma collègue Amélie Garnier, chargée d'études territoire, qui va d'abord vous rappeler la demande du Pays voironnais et l'accompagnement qui a été mis en place. Puis, elle vous présentera les fondamentaux et les clés de réussite de la mise en œuvre des OAP sectorielles. Merci. Bonjour à tous. Et effectivement, donc pour resituer le contexte de ce travail qui va être présenté, c'est tout d'abord, ça c'est remonté d'une demande du Pays voironnais qui a eu des remontées de la part des communes du territoire sur la difficulté dans le passage à l'opérationnel des OAP qui figuraient dans les différents PLU, d'où la sollicitation de l'agence d'urbanisme à laquelle on a répondu d'abord par une série d'entretiens auprès de communes volontaires pour analyser certaines OAP justement sur lesquelles ils rencontraient des difficultés pour identifier finalement les sujets clés qui faisaient l'objet de ces difficultés, avec un besoin du coup axé sur les OAP sectorielles uniquement. D'où la précision sur cet après-midi, avec 3 points de blocage majeurs qui sont ressortis de ces entretiens. À l'issue de ce travail-là, il y a un COTEC qui s'est constitué avec notamment la DDT et puis l'EPFL du Dauphiné, ainsi que le CAUE, pour voilà, élargir le champ de connaissances et enrichir le travail produit qui a pris la forme donc d'un guide pour accompagner donc dans le passage à l'opérationnel qui a été co-construit aussi avec les élus et les techniciens du territoire. Donc Et du coup, qui prend la forme de ce que vous pouvez avoir sous les yeux, c'est-à-dire, une structuration avec différentes thématiques, qui répond donc à 7 clés, en fait, que vous retrouvez ici, mais avec 7 clés sur différentes thématiques qui correspondent donc aux clés de réussite dans le passage à l'opérationnel, qu'on vient, décliner sous forme de questions et sur lesquelles on apporte des éléments de réponse. Et puis, une illustration, contextualisée sur le territoire de manière systématique. Et puis une troisième partie qui va aussi plus loin sur des apports, notamment avec des jurisprudences. Tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver de manière complète en ligne. Donc si je viens donc sur le détail de ce contenu, je vais d'abord reprendre quelques fondamentaux et puis après on viendra sur les clés de réussite. Donc sur les éléments de fondamentaux, c'est d'abord la place de l'OAP dans le document d'urbanisme. L'OAP, c'est une pièce du PLU ou des PLUI parmi d'autres, hein, à considérer en complémentarité du règlement. Et j'insiste sur cette notion-là, puisque l'OAP, elle est instruite dans un rapport de compatibilité, tandis que le règlement, lui, s'instruit dans un rapport de conformité. Et donc, on retrouve bien une souplesse plus importante dans ce qu'on va avoir dans l'OAP, d'où l'importance de s'interroger le plus en amont possible des invariants qu'on souhaite encadrer, est-ce qu'on veut garder une certaine souplesse ou non? Et du coup, de se positionner assez facilement, de se dire est-ce que ça a plutôt sa place dans l'OAP ou plutôt dans le règlement, en évitant de le mettre et dans l'un et dans l'autre pour des facilités d'instruction.
La deuxième chose, c'est que l'OAP, c'est une pièce qui s'est progressivement, affirmée dans les documents d'urbanisme. C'est une pièce alors qui est obligatoire dans certains cas, notamment quand on ouvre une zone à l'urbanisation, mais, elle a surtout vocation, voilà, à exprimer, une volonté de maîtrise de l'aménagement sur un secteur, un ou des secteurs, qui vont être stratégiques pour la commune, pour le territoire, tout en ayant des périmètres qui peuvent être, assez, variés, avec, voilà, la volonté de définir des intentions, d'aménagement et des invariants, tout en gardant ce que j'expliquais tout à l'heure, cette souplesse, puisque l'OAP, elle se veut vraiment la pièce dans le document d'urbanisme qui tend vers un urbanisme de projet, où du coup, on va pouvoir être en échange avec le ou les porteurs de projet. Un autre paramètre également, c'est, le mode d'ouverture à l'urbanisation. Donc à bien dissocier, on va avoir d'une part l'OAP et puis d'autre part le zonage réglementaire qui va se superposer à elle. Et suivant les cas, donc quand on va être sur, l'ouverture d'une zone, on va être plutôt en AAU, et quand on va être sur des zones en renouvellement urbain, on va être sur des zones qui sont déjà, urbanisées et donc avec des opérations qui vont se faire au fil de l'eau. Mais du coup, voilà, ce zonage-là, il a son importance dans les règles qu'on va mettre d'ouverture à l'urbanisation, et ça, c'est un élément à prendre en considération le plus en amont possible, et qui a son importance d'un point de vue, foncier. Notamment quand on a, plusieurs propriétaires, que, tout le monde ne souhaite pas n'est pas vendeur, quand, le projet passe à l'opérationnel, et donc de bien avoir ce levier-là et la connaissance fine de ce qui est écrit dans le règlement sur cet aspect-là. Pour ce qui est des clés de réussite, donc là où je vais davantage, m'attarder, c'est d'avoir donc un peu les 3 étapes. D'abord de se situer, ensuite de s'interroger et d'être en capacité de définir, et puis ensuite le fait de vérifier, d'ajuster, mais en tout cas voilà, de réaliser. Sur la première dimension, c'est d'abord de définir les besoins, donc en s'appropriant le document et échanger dessus pour avancer. Notamment dans le cas de quand on a des nouveaux élus qui sont en place et que le document existe déjà, ou que simplement il y a un renouvellement des élus. C'est bien de prendre connaissance finalement des OAP qui sont présentes sur le territoire, bien se redire si on partage les objectifs qui sont posés. Alors sans faire fi bien évidemment des documents, supracommunaux, mais de bien repartager les éléments-là, de manière à ce que quand il y a un opérateur, un porteur de projet qui se présente, on soit au clair sur, les invariants qui y sont définis. Et puis enfin, la taille du projet influence-t-elle les besoins de la commune? Là encore, suivant, que c'est on va dire une petite opération par rapport à la taille de la commune, au nombre d'habitants, au nombre de logements, ou bien, si c'est un projet qui vient un peu bouleverser certaines choses, qui implique des évolutions sur les équipements, alors là, effectivement, ça peut nécessiter des besoins et des accompagnements, extérieurs, différents. Sur la question de l'OAP et de manière liée, interroger l'OAP et le règlement, c'est d'abord de se demander si le choix d'une OAP sur le secteur, c'est le bon outil. Bien s'interroger sur ce que la collectivité attend de ce projet, parce que parfois, l'ajustement peut simplement être réglementaire sans passer par l'OAP. Hem, la deuxième chose, c'est comment la collectivité souhaite s'impliquer dans le projet et de quels moyens dispose-t-elle pour y parvenir? Donc là, on parle bien de ressources techniques et financières, de savoir aussi, voilà, est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner notamment? S'agit-il d'un site stratégique au regard du projet communal et du projet de territoire? Donc là encore, quelle ambition, on y met derrière? Est-ce que la collectivité dispose d'une maîtrise foncière sur l'ensemble du périmètre identifié? Donc là encore, quand la commune est propriétaire de l'ensemble du foncier, la question de la légitimité de l'OAP se pose vraiment, puisque quand on en a la pleine, maîtrise, on a plus la liberté de faire ce qu'on veut. Inversement, quand on est propriétaire que d'une partie, on a de fait, on va dire un pied dans le sujet, et du coup, c'est plus simple on va dire d'entrer en échange après avec l'ensemble des porteurs à la fois du ou des porteurs de projet, mais aussi des autres propriétaires fonciers. Bien s'interroger aussi sur le périmètre de l'OAP. Est-ce qu'il est pertinent par rapport à sa taille, par rapport au nombre de propriétaires qu'il va regrouper notamment? Et puis enfin, les dispositions réglementaires envisagées, est-ce qu'elles sont bien, complémentaires à cette OAP? Et ça revient à ce que j'exprimais au début.
Donc le troisième sujet, c'est porter et partager le devenir d'un site. Donc là, finalement, c'est être en capacité d'informer, notamment les invariants, du projet. On peut se demander à quoi ça sert, mais finalement, c'est, d'être bien au clair, au niveau communal sur ce qu'on veut sur ce site-là, d'être aussi en capacité d'échanger avec, le porteur de projet s'il vient consulter la commune en amont, de savoir, les sujets sur lesquels on tient vraiment, les choses sur lesquelles on a peut-être plus de latitude et puis ça permet, voilà, d'instaurer un dialogue et d'avancer chemin faisant, de manière, constructive. C'est aussi une manière, d'acculturer la population, de savoir, vers ce vers quoi on tend, et puis ça dépend aussi de la volonté, des élus là-dessus de vouloir inclure, les habitants. Est-ce qu'on construit avec eux? Est-ce que c'est plus de l'information, en amont, en cours de route, de la construction du projet? Et puis enfin, entre un dialogue avec les porteurs de projets, c'est un peu ce que je disais avant, mais c'est une fois que par exemple, il y a un permis, une première approche qui a été proposée, bah, voilà, de venir dialoguer sur certains sujets un peu plus fins, de voir quelles sont les marges d'ajustement, pour trouver un consensus. Quand on passe sur la deuxième partie, sur les actions, il y a la question des équipements qui est revenue assez fortement comme un frein, finalement dans le passage à l'opérationnel. Puisque sur les équipements qui sont quand même, assez récurrents dans la plupart des opérations, c'est bien de se dire de quoi on parle. Est-ce qu'on est plutôt sur des équipements, propres ou des équipements publics? Donc, équipements publics qui dépassent les seuls besoins, de l'opération. Auquel cas, effectivement, il est important en fait de s'interroger à la fois sur le financement de ces équipements publics, mais aussi d'un point de vue réglementaire. Est-ce qu'il y a des emplacements réservés qui ont été apposés ou des servitudes de prélocalisation? Et puis, est-ce que ça nécessite un phasage et des outils, peut-être que ça vous parlera, notamment les taxes d'aménagement majorées et puis les projets urbains partenariaux qui sont, une des manières de faire, pour mener à bien ce projet. Mais là encore, voilà, c'est important de les anticiper le plus tôt possible, dès la construction de l'OAP idéalement, de s'interroger sur le statut, des futurs, cheminements piétons notamment, mais pas que. Le deuxième sujet et qui est quand même assez central dans le passage à l'opérationnel, c'est, la question, la dimension foncière. On se rend compte que souvent les OAP sont construites sans avoir forcément la connaissance des propriétaires privés de vouloir vendre ou pas. Alors, c'est pas une nécessité à chaque fois, mais c'est toujours un plus de connaître un petit peu la volonté a priori, des propriétaires. Ça peut aider parfois à ajuster le périmètre, même s'il faut pas le prendre comme un, une, un élément entrant, incontournable. Mais du coup, dans un deuxième temps, bah, du coup, ça va être d'ouvrir au dialogue et à la négociation, en fait, sur certains propriétaires qui vont pas être forcément vendeurs, de comprendre aussi, quels sont les points de blocage, à ce moment-là, qui sont présents à eux et là encore de s'appuyer sur des compétences extérieures s'il y a besoin. Je fais notamment référence à l'EPFL qui peuvent aussi, en amont de la définition d'une OAP, identifier les fonciers qui vont être peut-être le plus opportun, à cibler, pour engager ces réflexions et puis, ben, du coup, disposer d'une maîtrise foncière adaptée, est-ce que c'est si important? Eh bien, effectivement, quand on est sur des OAP ou des secteurs, en tout cas, qui sont identifiés comme étant stratégiques, prioritaires par rapport au développement de la commune et du territoire, effectivement, la question de la maîtrise foncière peut se poser et il faut bien l'anticiper, en amont. Et enfin, le dernier volet, c'est plutôt sur la question de la définition du programme. Et là, ça va être plutôt quand dans des cas de figure d'opérations d'aménagement complexes qui vont être importantes par rapport à l'échelle de la commune ou complexes dans la programmation à mener, ça peut nécessiter effectivement d'avoir des études complémentaires, c'est-à-dire qu'on va avoir l'OAP à un instant T, mais la nécessité d'avoir des études thématiques sur des dimensions environnementales, sur des dimensions de programmation d'habitat, par exemple et du coup d'avoir ces différents phasages de la réflexion, hein, au diagnostic, en passant par la définition de la programmation préalable et de vraiment prendre la décision de faire à un moment donné, tout en vérifiant, chemin faisant le bilan opérationnel, l'équilibre de l'opération pour, s'assurer que c'est réellement faisable et du coup, mener à bien le projet.
Pour finir, je reviendrai sur ce schéma général. Pour conclure, avant de vous laisser la parole sur les questions, mais finalement d'insister sur la nécessité à la fois de bien prendre le temps de construire une OAP, de se poser aussi les bonnes questions. Alors, même si le document est existant, on peut toujours à tout moment en fait se réinterroger l'objet, que l'OAP, au même titre que le document d'urbanisme, eh ben, c'est un élément qui est vivant et qui peut être amené à évoluer. Et dans ce sens-là, il ne faut pas non plus vouloir trop contraindre, mettre trop d'invariants ou encadrer trop fortement pour aussi se laisser la latitude de faire évoluer la proposition qui vous sera soumise lorsqu'il y aura un porteur de projet qui se présentera. Oui, je suis Voilà. en visio. Je peux te parler après? Ok. Je Ouais. vais reprendre du coup la parole pour cette deuxième séquence du webinaire. Donc après ce premier niveau de lecture, on vous propose un temps de partage, de questions, de réaction, puisqu'on est ensemble jusqu'à 14h30. Donc je vous laisse tout simplement lever la main ou noter votre question dans l'onglet conversation et ça nous permettra comme ça de bien répartir la parole. Voilà, c'est l'occasion soit de revenir sur un point, qui vient d'être vu, de rentrer un petit peu plus dans le détail, soit de parler de réagir sur des expériences aussi, qui ont pu être mis en œuvre sur, les territoires. Monsieur, Rostin-Puissant? Oui, Vous serez le bonjour. premier. Allez-y. Oui, je lance. Une petite question peut se poser, je ne sais pas. Le lien entre OAP et ZAN, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des antinomies entre les deux? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une solution de facilité? Est-ce qu'on est contraint? Si l'OAP est définie depuis un certain temps, est-ce que ZAN nous rattrape et s'impose? Des choses comme ça. Est-ce que vous avez l'expérience déjà de ce rapprochement? Alors concrètement sur des zones, il faut bien dissocier on va dire les OAP qui sont déjà en zone U, qui sont ciblées sur du renouvellement urbain où là, pour le coup, pour moi par rapport aux ZAN, ça a toute sa place et ça va dans le bon sens. Sur des OAP, qu'on ouvre à l'urbanisation, donc qui sont en 1 AU, qui sont non bâtis, ça c'est à l'appréciation de la collectivité. C'est des secteurs qui sont ouverts à l'urbanisation, donc c'est pas forcément, l'objet. En revanche, la question peut se poser sur des secteurs qui vont être en 2 AU, donc qui aujourd'hui sont pas ouverts à l'urbanisation, mais où on anticipe, un peu plus, de manière plus lointaine, donc ils sont pas couverts par une OAP, où là effectivement il peut y avoir des arbitrages à faire, à un instant T. Si je reviens sur les zones 1 AU, effectivement, si aujourd'hui elles sont, non bâties et que, je sais pas moi, dans 10 ans elles le sont toujours pas et qu'il y a eu de la consommation foncière par ailleurs sur le territoire, effectivement peut-être qu'à ce moment-là, il faudra les réinterroger. Oui. D'accord. Non, non, raté. Merci. D'autres, réactions ou questions? Merci. C'est calme. On vous écoute, c'est le moment de questionner ou témoigner. Ah, du coup, j'ai une autre personne qui demande à parler. Je vois pas de qui il s'agit, donc je vous laisse prendre la parole. Oui, Me oui, bonjour, Olivier Rosio, maire de Saint-Maximin. Voilà, je vous avais déjà posé une question lorsque je me suis inscrit au webinaire. En fait, j'ai un porteur de projet qui est intéressé par une OAP sur ma commune en zone AU, mais il souhaite faire son projet sans acheter toutes les propriétés qui sont dans l'OAP. Est-ce que c'est possible? Effectivement, alors je vais revenir à une slide que j'avais mis plus haut, celle-ci sur les modes d'ouverture à l'urbanisation. Donc si vous me confirmez qu'on est bien sur une zone qui aujourd'hui n'est pas bâtie et qu'on est bien en zone 1 AU, juste? C'est bien ça? Oui, exactement.
Eh ben, en fait, il faut d'une part se vérifier en fait par rapport au périmètre total de l'OAP, s'il achète que tout ou partie, enfin s'il achète qu'une partie du foncier, est-ce que ça représente quand même la majorité du foncier ou pas? Ça, c'est à votre appréciation. Et puis de bien vérifier en fait aussi ce qui a été mis d'une part dans l'OAP. Est-ce que c'est juste une opération, d'ensemble, d'une part qui est demandée? Ou est-ce que c'est une opération au fur et à mesure de la réalisation des équipements, internes à la zone, s'il y a des équipements publics qui sont prévus? Donc ça, c'est quand même 2 premières choses à vérifier. Et puis dans le premier cas de figure, si on est sur une opération d'ensemble et que, dans le règlement écrit de la zone, il n'y a pas de retranscription, dans le sens où il est demandé une opération d'aménagement d'ensemble couvrant l'intégralité de la zone et donc des terrains. Si ça, c'est pas écrit, il y a effectivement la possibilité, que le propriétaire réalise l'opération, sans acheter l'ensemble du foncier. À condition, j'insiste un peu, hein, mais que pour la collectivité et lorsque vous instruisez le projet, ça fasse sens, par rapport à une opération, d'ensemble, au sens de l'OAP. En fait, c'est exactement ça. En fait, il y a 4 parcelles et sur les 4 parcelles, il y a 2 petites parcelles, une de 61 mètres carrés et l'autre de 218 qu'il ne compte pas acheter, mais c'est un projet d'ensemble qui nous a présenté déjà en mairie. D'accord. Et par rapport à l'ensemble de la surface de l'OAP, ça représente pas beaucoup? Ah exactement, ça représente, il y a 300 mètres carrés qu'ils ne veulent pas acquérir et le reste des ténements représente environ 3000 mètres carrés. Mmh. Bah, de ce point de vue-là, effectivement, enfin, moi, j'aurais tendance à dire, oui. Donc en vérifiant bien, du coup, dans ce qui est écrit dans le zonage de votre règlement, si on est bien sur une opération d'ensemble et qu'il y a pas d'équipement au fur et à mesure à faire, on pourrait tout à fait se trouver dans une possibilité de faire sans l'achat de tout le foncier. J'ai pas l'ensemble des éléments là sous la main, donc c'est un peu compliqué de répondre et D'accord. Je pense que c'est exactement ça. En fait, son projet, c'est un projet global et ça correspond exactement à ce qui avait été mis dans l'OAP sur le PLU. d'accord. Et vous confirmez que dans le règlement écrit de la zone, il n'y a pas de demande à ce que ce soit une opération d'ensemble sur l'intégralité de la zone? C'est bien ça, en fait, qu'il faut vérifier et qui peut être bloquant, dans un premier temps. Bah, ça, je ne l'ai pas vérifié, mais je vais le faire. Merci. Parfait, merci. Du coup, j'ai Madame Caroline Buades qui pose 2 questions du coup dans le chat. Je vous laisse prendre la parole et poser en direct, pardon. Oui, bonjour, désolée, je suis un peu malade, c'est pour ça que je me suis permis d'écrire par le chat. Donc D'accord. déjà, merci pour cette présentation qui était très claire pour moi. Voilà, moi je me demandais si vous aviez voilà, sur votre territoire une commune qui est vraiment partie d'une OAP, du dessin d'une OAP pour sortir un vrai projet en suivant, sachant que souvent c'est plus l'inverse, on a déjà des projets très opérationnels qu'on va transformer en OAP, plutôt dans ce sens-là, pour que ce soit compatible. Mais là, voilà, je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'observer ça sur le territoire, de partir d'une OAP pour voir ce qui sort de terre et quel est en fait voilà, les éléments de distorsion qu'il peut y avoir par rapport au projet initial ou s'il y a eu des ajustements en cours. Et surtout le délai de réalisation, en fait, de quand on élabore l'OAP jusqu'à la sortie de terre ensuite du projet. OK. Ben, je vais parler à proprement sur le territoire, du pays voironnais, sur lequel on a produit, ce travail-là. Effectivement, alors du coup, c'était pas l'objet, de l'étude de regarder des OAP qui sont sortis et voilà, on va dire où ça s'est déroulé. Mais effectivement, oui, il y a un certain nombre d'OAP, donc qui ont été, construites et puis qui après coup, pour répondre vraiment à votre question, se sont concrétisées, ensuite et c'est pas on a fait l'OAP, chemin faisant, en ayant déjà un porteur de projet présent. Mais oui, effectivement, il y a un certain nombre d'OAP qui se sont réalisés et là encore récemment, donc oui.
D'accord. Et du coup, la mise en réseau de l'ensemble des acteurs, enfin, j'imagine que c'était sur un foncier plutôt accessible, où la maîtrise était quand même déjà là, où c'était vraiment des fois plusieurs propriétaires. Alors Euh, effectivement, du coup, c'était plutôt sur du foncier privé. Enfin, en tout cas, les exemples que je vais avoir en tête, c'est plutôt sur du foncier privé où on a effectivement 2 ou 3 propriétaires, mais rarement plus, d'accord. Ok. effectivement. Et du coup, avec voilà, par rapport au délai de réalisation entre la conception de l'OAP et le passage à l'opérationnel, ça c'est quand même assez variable d'un territoire Ouais, à un autre, hein, donc j'imagine. voilà. Ok. Bon, ben merci beaucoup. C'est vrai. Monsieur Rostin-Puissant, vous voulez reprendre Oui, la oui, parole? merci. Une nouvelle question un petit peu plus précise. Nous avons notamment un exemple précis où un lotissement s'est créé sur une ancienne OAP et il était prévu la rétrocession de chemin d'accès, de chemin piéton. Et en fait, au moment où le promoteur transfère les propriétés aux copropriétaires, là, ah, c'est bizarre, tout le monde refuse les chemins. Et comment peut-on verrouiller ce type de choses de manière un peu stricte? Est-ce qu'il faut acheter pour acheter? Est-ce qu'il faut mettre des ER sur ces chemins-là pour les bloquer de manière ferme? Mais là, ça fait 2 fois que la situation se présente, où on perd les chemins d'accès piétons, hein, qui sont supplémentaires. Hein, ce n'est pas la voie principale du projet, ce sont des chemins annexes. Voilà. Et une fois passés en propriétaire, les gens ils refusent, ils bloquent. Ils font fi en fait des engagements moraux, hein, parce qu'il y a eu quand même des engagements un petit peu formulés, mais pas assez solides pour verrouiller les projets. Mmh. Alors je vais vous apporter des éléments de réponse. Il me semble qu'il y a monsieur Tourneau aussi qui est présent, donc s'il souhaite apporter des compléments, il y a pas de souci. En fait, effectivement, là où il faut être vigilant, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les équipements. S'il y a des cheminements, alors là, je vais prendre l'exemple des cheminements, mais c'est aussi valable pour certains réseaux, pour des voiries, voitures, hein, j'entends. Mais quand on a un cheminement public, enfin un cheminement qui va traverser de part en part le lotissement et qui se prolonge sur des cheminements qui vont être existants sur la commune et dont on veut être sûr que, bah, de tout temps, ce cheminement soit accessible à tout le monde. Ça relève d'un équipement public et c'est vrai que au préalable, il aurait fallu définir soit un emplacement réservé ou une servitude de prélocalisation. Là, effectivement, aujourd'hui, si je comprends bien, c'est privé et donc ils ont un peu le choix et le droit, en fait, de fermer l'accès. La Tout à fait. deuxième chose, et c'est peu le point de vigilance, c'est de faire attention, à un principe de rétrocession. C'est-à-dire que si c'est l'opérateur qui a fait, ben, pour le compte de la commune et qu'après il y a une rétrocession de certains, équipements, cheminements, voiries, il faut faire attention à cette dimension-là, parce qu'il y a eu plusieurs jurisprudences sur le sujet par contre. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas simple. Bah, disons qu'il faut l'anticiper, d'où l'intérêt de se poser la question sur les cheminements, quel maillage on veut sur la commune, et cetera et du coup de mettre les bons outils réglementaires puisque ça l'OAP le réglementera pas en fait. D'accord. Voilà. On poursuit avec une question de Rémi Henry. Je la lis. Parfois, la mention de l'OAP d'ensemble se retrouve dans le texte de l'OAP et non dans le règlement. Est-ce valable juridiquement? Eh bien, oui Rémi, du coup on revient dans le cas de figure que j'ai représenté, tout à l'heure. Donc en fait sur l'OAP ça va être écrit opération d'ensemble, mais s'il y a rien, dans le règlement qui précise que c'est sur l'ensemble, sur l'intégralité de la zone ou en tout cas l'intégralité des terrains, qui l'occupent, eh ben, on va apprécier l'opération d'ensemble, plutôt au niveau de l'instruction et de dire effectivement pour la commune, on considère que le projet qui est proposé, répond à une opération d'ensemble dans le sens où il a du sens, globalement par rapport à ce qui était attendu dans l'OAP. Mais du coup, ça n'est pas du tout synonyme il faut que ce soit sur, la totalité du périmètre initial de l'OAP. Je vois que Monsieur Rouzio, vous avez la main levée. Est-ce que vous souhaitiez intervenir une seconde fois? Non, je suis désolé, j'ai oublié de baisser la main.
Pas de souci. Donc, il est 14h30. On peut encore prendre une ou deux questions, je vous en prie, ou réactions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donc conclure ce webinaire et vous remercier pour votre participation et les échanges. Vous rappelez que le replay sera disponible sur le site aurg.fr d'ici quelques jours. Vous rappelez aussi que ce webinaire s'inscrit dans un cycle et que nous aurons des prochains webinagences de programmer en novembre sur la question des indicateurs fonciers avec l'OFPI et également en décembre sur le sujet de l'immobilier touristique meublé. Toutes ces informations seront présentes sur notre site internet. Je vous invite à aller le consulter régulièrement. Encore merci. À bientôt. Au revoir.